Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? C'est 19h29. Aujourd'hui, dans notre projet live 1929, notre objectif c'est, on avait parlé la dernière fois de grosses erreurs, n'est-ce pas, de la première consultation. Aujourd'hui, on va tout simplement parler qu'est-ce qu'il faut faire, Elisa, dans la première consultation. Évidemment, quand j'ai dit consultation, je suis en train de cibler la consultation en nutrition fonctionnelle. Mais pour vous dire la toute vérité, c'est pour n'importe quelle consultation en nutrition. Je suis Elisa Marceau. Notre objectif ici, c'est je vais vous montrer comment appliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z pour transformer des vies, la vôtre et celle de vos patients. Et au fur et à mesure que vous allez m'accompagner, vous allez voir que j'ai raison. J'ai raison. On aura des études de cas. D'ailleurs, la prochaine fois, ça sera ça. Vem comigo. Une petite révision de notre dernière fois. On avait parlé de quelles sont les 5 plus grosses erreurs de la première consultation en nutrition fonctionnelle, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit résumé de, je vous ai dit, ne pas travailler la vraie raison du patient. Je vous ai donné la personne, la femme, qui est venue pour résoudre un problème de genou, mais en fait, elle était en surpoids et ce qu'elle voulait, c'est, elle a exprimé son envie de résoudre son problème des genoux, mais derrière, il y a d'autres raisons. Et c'est pour ça qu'on va transformer les gens. Si on prend tout simplement le discours à sec de ce qu'ils disent, on ne va pas transformer les gens. Parce que quelqu'un qui vient en surpoids et a un problème de genoux, en vrai, elle a un problème de surpoids, n'est-ce pas? Bon, donc faire ça, c'est faux. Il ne faut pas faire ça. Après, commencer par demander l'alimentation du patient. Jamais. On ne fait pas ça. Nous sommes des spécialistes de l'alimentation. Nous sommes des spécialistes en nutrition fonctionnelle. Et on commence jamais à faire des évaluations ou critiquer notre client, notre patient. On va tout simplement, dans la première consultation, c'est le moment d'écoute. Et je vais vous dire comment on va faire ça. Commencer par demander l'alimentation, c'est absolument faux. Essayez d'analyser l'alimentation du patient. Jamais. On ne va pas dans une première consultation et déjà tuer toutes les expectatives de notre patient. Parce que si vous êtes un spécialiste de la nutrition, le patient, il attend beaucoup de vous. Il n'attend pas que vous sortez un menu ou que vous sortez un plan alimentaire du premier jour. Vous ne connaissez pas ce patient. Vous n'avez même pas établi avec lui aucun type de relation. Et aujourd'hui, restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer de A à Z qu'est-ce qu'il faut faire avec votre client ou votre patient, n'importe votre profession. Vous savez, cette formation est pour les professionnels de santé. Si vous n'êtes pas professionnel de santé, vous n'aurez pas beaucoup de plaisir parce qu'on va utiliser beaucoup de mots, beaucoup d'expressions qui appartiennent vraiment aux professionnels de santé. Et là, j'inclus les coachs sportifs, éducateurs, les médecins, les dentistes comme moi. J'inclus toutes les professions qui sont liées à la santé. Alors, donc ça, il ne faut jamais faire non plus. Essayez d'analyser les analyses médicales. Ouh là 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 là. Je vois ça dans mon quotidien, dans mon cabinet, des histoires de mes patients, de mes clients qui arrivent en disant, Elisa, je fais ces analyses-là pour une naturopathe. Sauf qu'on demande des analyses quand on sait analyser. Et les analyses qui sont demandées sont des analyses, même si vous êtes médecin, sont des analyses au niveau de nutrition fonctionnelle pour faire un diagnostic nutritionnel. Si vous demandez par exemple l'indexoma, vous demandez par exemple la hydroxydéoxyguanosine, mais vous ne savez pas quoi faire avec cette information, pourquoi vous demandez? Une autre chose que je voudrais vous dire en profitant de cette histoire d'analyse médicale,
Si vous n'avez pas encore l'habitude d'analyser l'alimentation de quelqu'un comme il faut, avec tous les paramètres, en train de regarder tous les nœuds biologiques, assimilation, défense, réparation, énergie, ça veut dire tous les systèmes de notre corps. Et si vous ne connaissez pas spécialement bien les aliments, parce que les gens ils disent qu'ils connaissent, mais vous pouvez me donner par exemple les polyphénols, ils sont dans quel groupe? On sait que c'est un phytomicronutriment, ça c'est sûr, mais vous savez, c'est beaucoup plus compliqué que les gens imaginent. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on a l'analyse médicale, c'est comme dire à quelqu'un qui, cette personne, on va prendre un élève du lycée non, avant le lycée, si vous lui donnez la calculette pour faire 4 fois 5, il ne va jamais apprendre à faire 4 fois 5 mentalement. Je ne vous conseille pas de demander des analyses médicales, parce que là, pour commencer la nutrition fonctionnelle, pourquoi? Parce que les analyses médicales, c'est une confirmation d'une hypothèse. C'est la confirmation de ce que vous aviez déjà dans votre tête. Le problème, c'est que les gens demandent énormément d'analyses pour découvrir, ils vont à droite, à gauche, en train de chercher quelle est la problématique. Là, c'est tout à l'envers. Il ne faut pas faire comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour dire comment il faut faire. Donc, il faut faire un diagnostic nutritionnel dans la première consultation, jamais, jamais dans la vie. N'importe si vous êtes coach sportif, n'importe quel est votre métier, ne faites pas s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de tout simplement montrer à votre client ou à votre patient que vous ne connaissez pas la nutrition. Parce que si c'était aussi simple, tout le monde allait faire. Parce que quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de donner une solution à la problématique de notre client ou de notre patient. C'est ça notre objectif. Et il n'y a rien d'autre pour faire que votre client ou votre patient reste, pour qu'il paye plus, pour qu'il parle de vous. Évidemment, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres éléments qu'on va inclure au long du temps qu'on sera ensemble ici. Elisa, qu'est-ce qu'il faut faire dans votre première consultation en nutrition fonctionnelle? Par où commencer? Donc, ce qu'il faut faire dans votre première consultation, à votre droite, là, vous voyez ici la roue de la transformation. J'ai déjà parlé, je vais parler plusieurs fois et à chaque fois, ça va rentrer. Il y a 2 personnes, une avec les yeux ouverts, comme vous pouvez regarder, 2 bonhommes là-haut. C'est là avec les yeux ouverts, c'est vous, professionnel de santé. Et à côté, c'est votre client ou votre patient qui va falloir qu'il prenne conscience de tout ça. Ça veut dire tout ce qui est modifiable, qu'on peut modifier, n'est-ce pas? L'activité physique, l'alimentation, le sommeil, le stress. Et après, il y a tous les nœuds qui sont complètement liés les uns aux autres. On a l'assimilation, défense et réparation, l'énergie, la biotransformation. Quand on parle de biotransformation, on parle de quel système? On parle évidemment de notre foie et du rein. Si on parle de transport, on parle de système cardiovasculaire, on parle de tous les transports, on parle de la lymphe par exemple. Si on parle de communication, on va parler des neurotransmetteurs, des hormones, intégrité structurelle, on va parler de tous les membranes cellulaires, membranes des organites, on va parler aussi d'intégrité cellulaire aussi. Et assimilation, comment notre corps assimile, par voie respiratoire et par notre intestin. Et après, on a toute la chimie qui va régler la biochimie personnalisée. Quelle est l'oxydation de mon patient? Quelle est la glycation de mon patient? Comment va l'inflammation de mon patient? Est-ce qu'il a une inflammation chronique, aiguë, méthylation? Tout ça. Mais nous sommes dans la première consultation. Et là, je vais vous dire quelque chose. La première consultation, c'est la seule chance que vous avez pour votre succès avec votre patient. Il n'y a pas 2 fois première consultation, on est d'accord? Donc c'est là qu'il faut enchanter votre patient. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour voir tout ça. Alors, la première chose que je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, je vais faire tout ce qu'on a besoin et après je vais étape par étape. On a besoin d'un questionnaire. Et ce questionnaire, c'est un questionnaire que je travaille, s'appelle questionnaire en nutrition fonctionnelle.
Est-ce que j'ai inventé ces noms? Oui, mais le questionnaire, il est fondé, basé sur le questionnaire de la nutrition fonctionnelle, de la médecine de la nutrition fonctionnelle. Et ce questionnaire, et là je vous conseille de faire pareil, j'envoie à mes patients avant la consultation. Vous voyez, là, quand mon patient va venir, je connais pas mal de choses, je connais pas mal des éléments sur mon patient. Et donc, je vous conseille de préparer un questionnaire pour envoyer à votre patient ou à votre client avant la consultation. C'est pas tout le monde qui fait ça, la majorité ne font pas, et avec des questions qui sont des questions qui vont éclaircir la problématique de notre patient. N'est-ce pas? Un autre point, là je suis en train de vous montrer tous les points, après on va revenir à chaque point. Établir une alliance thérapeutique. Et je vais vous montrer aujourd'hui une technique qu'on appelle la technique du petit vélo. Vous allez voir. Donc, cette alliance thérapeutique, elle est extrêmement importante. Si vous, ça ne sert à rien d'être sympathique, ça ne sert à rien. OK. Mais être sympathique, pourquoi pas? Peut-être aller vers les intérêts du patient, pourquoi pas? Mais si vous n'établissez pas l'alliance thérapeutique, ça ne marchera pas. Et il y a des techniques, plusieurs techniques pour établir cette alliance. Aujourd'hui, je vais vous montrer une de ces techniques, vous allez voir, et que vous pouvez utiliser demain matin. Construire votre timeline. Elisa, qu'est-ce que c'est cette histoire de timeline? Timeline, on appelle la ligne du temps du patient. Vous allez voir aussi parce que je vais vous montrer. C'est toute l'histoire du patient, mais qui m'intéresse. Évidemment, il y a des points qui sont extrêmement importants qu'on va discuter aujourd'hui aussi. Et finalement, on va faire notre prescription. Qu'est-ce qu'on va prescrire? Et là, on va demander à notre patient une enquête alimentaire. Mais soyons clairs, vous n'allez pas demander une enquête alimentaire comme ça. Lundi, qu'est-ce que vous mangez? Le matin, papa, l'après-midi, papa, à midi, papa. C'est pas comme ça qu'on fait une enquête alimentaire en nutrition fonctionnelle. Elle va beaucoup plus profondément que ça. Examen nutritionnel classique, évidemment, la CRP, si vous avez CRP-OS par exemple, la question de la ferritine, savoir les LDL oxydés de mon patient, savoir l'HDL de mon patient, donc ça veut dire un bilan, plusieurs types de bilans. Mais si vous ne connaissez pas comment analyser un bilan médical classique, pourquoi vous demandez? Ça ne sert à rien de demander. Mais vous pouvez apprendre ça, évidemment. Mais on a la capacité de analyser tout ce qu'on veut en termes de bilan. Ce n'est pas que vous, médecin. Le médecin, il est celui qui va conduire tout ce qui est maladie. Il est le patron. On est complètement d'accord. Mais nous, on a la capacité non seulement d'accompagner ce patient malade, mais de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe avec ce patient malade. Et aujourd'hui, on a de plus en plus en France, dans notre route de la transformation, dans notre formation, nous avons de médecins qui sont en train de devenir des médecins fonctionnels. Donc, ils ont toute cette compréhension de la nutrition fonctionnelle. On a des coachs sportifs, des éducateurs sportifs qui sont en train de devenir fonctionnels, même des professeurs de yoga qui sont en train de, diététiciennes qui sont en train de devenir fonctionnels, naturopathes fonctionnels, dentistes fonctionnels, on a tout ça. Et donc, pourquoi? Parce que la vision de la nutrition fonctionnelle, c'est de donner une chance au corps, mais d'une façon complètement établie, claire, nette. Vous savez qu'est-ce que vous allez faire avec votre client ou votre patient. Aussi, on va prescrire des rapports, on peut demander rapports médicaux, de lire, de comprendre le rapport médical. Et il y a plusieurs professionnels qui demandent le rapport qui a été fait par un médecin, mais ne comprennent rien. Mais il faut comprendre, parce que sinon, vous n'allez pas rentrer dans la problématique de votre patient et vous n'allez pas solutionner le problème de votre client ou de votre patient.
Il y a aussi nos questionnaires en nutrition fonctionnelle qui sont des questionnaires spécifiques comme la hyperperméabilité intestinale, comme la ménopause. Vous savez que nous avons 12 types de ménopause? Ah oui! L'hypertension artérielle, donc ça veut dire que ce sont que des questionnaires, hein, vous comprenez? Mais qui va nous donner quand même beaucoup d'informations sur notre patient. Et là, vous pouvez me demander, Elisa, quels sont finalement les objectifs de la première consultation? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première consultation? Alors, je vous dis tout de suite, les objectifs de la première consultation, c'est de faire cette fameuse ligne du temps, le timeline. Je parle tout en anglais parce que j'ai cette habitude-là. Et quelques parties de ma formation sont en anglais. Quelques parties, un nom, timeline, que vous pouvez très bien commencer à vous accrocher à ça. Timeline, ligne du temps. Les objectifs, comme je vous ai dit, établir une alliance thérapeutique, qu'on va discuter tout à l'heure, développer le questionnaire en nutrition fonctionnelle, ou le QUINF. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez envoyé le QUINF à votre patient ou votre client, vous avez reçu ce questionnaire et vous allez ouvrir, développer ce questionnaire, éclaircir les points qui ne sont pas clairs. Éclaircir aussi les attentes du patient. On appelle ça la ROM du patient. Qu'est-ce que le patient a comme objectif? Qu'est-ce que ce patient veut derrière son discours? Ça, on appelle la Rome. Pourquoi Rome? La ville de Rome, tout simplement. C'est un nom que j'ai donné qui s'appelle Rome. OK? Connaître les antécédents et les déclencheurs et les possibles médiateurs. De quoi vous me parlez, Elisa? Les antécédents sont les antécédents de la famille de ce patient. Est-ce que ce patient vient d'une famille de diabétiques, d'une famille de goutteux, d'une famille qui ont beaucoup eu de problèmes cardiovasculaires? Les déclencheurs, la situation présente de notre patient, qu'est-ce qui a déclenché? Je vais vous dire quelque chose. La nutrition fonctionnelle, elle est folle pour tout ce qui est signes et symptômes. On prend en compte tous les signes et symptômes de notre client ou de notre patient et on organise ça dans la matrice de la nutrition fonctionnelle pour qu'on puisse bien voir la problématique de notre patient et lui apporter une solution. Et les déclencheurs, ça veut dire, mon patient dans son état aujourd'hui, qu'est-ce qui a déclenché cette situation, cet état de santé? Bon, parce que bon, ce n'est pas notre état de maladie qu'on s'intéresse. On s'intéresse par l'état de santé de notre patient, qui, de 0 à 10, l'état du patient peut être à un niveau 1 et peut être à 7, à 5, à 8. Mais chaque patient a son maximum, sa possibilité maximale qu'on appelle de vitalité positive. Et on va tout faire, n'importe quel est votre métier en tant que professionnel de santé. Vous allez travailler pour arriver à cette vitalité positive maximale. Après, médiateur. Médiateur, c'est l'expression de cet état de santé. Je vous donne un exemple. Si je trouve, par exemple, un déficit en oméga 3 de mon patient, ça peut être considéré un médiateur. Une CRP très haute, ça peut être considéré un médiateur. Normalement, quand on parle de médiateur, on est en train effectivement de parler de tous les biomarqueurs, d'accord? Que c'est l'expression dans le sang, dans l'urine, dans le fesses de mon patient pour expliquer la situation présente. Et on va aussi pouvoir, au travers de cette première consultation, après, faire une évaluation des facteurs modifiables. Parce que, en train de demander à mon patient son mouvement, son activité physique, son hydratation, je vais demander, comme vous avez compris, je vais faire la prescription et demander une enquête alimentaire. J'aurai la possibilité d'évaluer tout ce que nous, moi et mon patient ou mon client, nous sommes capables de modifier. Parce que ça, c'est effectivement l'accompagnement du changement de mode de vie. La nutrition fonctionnelle, elle ne marche pas si vous n'avez pas tous les outils pour accompagner votre patient
dans son changement de mode de vie. C'est pas de crier dessus, c'est pas de dire que c'est important. Parmi nous, combien de nous on sait que c'est pas bien de fumer et on fume quand même, que c'est pas bien de manger X ou Y, on mange quand même. Donc vous avez très bien compris que c'est pas en train de faire des leçons de morale ou même d'expliquer tout simplement aux patients que ça va changer. On a des techniques de changement que je parlais la dernière fois de pré-contemplation, de contemplation, etc. Si vous n'avez pas regardé la première live, où nous sommes live aujourd'hui numéro 2, regardez la live numéro 1 et au fur et à mesure qu'on avance, vous allez regarder jusqu'à live numéro 50. Mais il y a cette construction qui est importante. Déterminer les examens à faire. Si vous avez la compétence, vous pouvez le faire. Examens qui vont vous donner la possibilité de faire un diagnostic nutritionnel. Et stimuler l'adhésion du patient. Tout ça, c'est, vous allez stimuler l'adhésion du patient dès la première consultation, oui, mais vous allez commencer à se préoccuper avec ça. Vous allez effectivement analyser votre patient, savoir où il est vis-à-vis des objectifs. Parce que je vous explique, le patient, il a un objectif. Je vais vous donner un exemple. La patiente, elle a 54 ans, elle a pris beaucoup de poids. Dans sa tête, elle veut perdre du poids. On est d'accord. Sauf que perdre du poids, peut-être, c'est sa Rome. Mais le chemin pour y arriver, c'est votre travail, c'est la nutrition fonctionnelle. Elle n'est pas intéressée par votre chemin. C'est pas ça. Elle est là pour perdre du poids. Elle n'est pas là pour vous écouter sur la nutrition fonctionnelle, etc. Et ça sera cette première consultation, le point de départ pour établir les conduites alimentaires, le plan alimentaire du patient. Et de ce côté-là, je voudrais vous dire une chose, que ce plan alimentaire, il ne peut pas sortir du tiroir. C'est un plan alimentaire qui va considérer la biochimie complètement personnalisée de notre patient. Et aussi, va considérer les habitudes de notre patient. Et aussi, on va voir s'il est en pré-contemplation, en contemplation. Il va falloir établir de compromis et pas imposer au patient. À partir d'aujourd'hui, vous allez faire ça, 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 ça. Vous savez comme moi que ça ne marche pas. Et là, le génie de la lampe va sortir. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de génie, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de miracle. Ce qu'il a, c'est établir une alliance thérapeutique avec votre patient, avoir beaucoup de connaissances de la science fondamentale, de les nœuds biologiques, savoir travailler ce patient, mettre dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. Et là, vous allez voir, votre vie va changer par rapport à tout ce que vous avez déjà vu dans votre vie. Ah, Elisa, pourquoi vous me dites ça? Parce que c'est ça qui se passait avec moi, je peux vous dire. Après, je vais vous raconter mon histoire. Regardons un peu ces QINF. Les QINF, comme je vous ai dit, c'est les questionnaires en nutrition fonctionnelle. Là, je suis à peu près dans la question numéro 10. Je demande au patient de marquer ce qui concerne ce patient. Donc, je vais vous montrer ici. Est-ce que vous présentez les antécédents médicaux suivants? Allergie, troubles digestifs chroniques, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, diabète type 2, surpoids, Parkinson. Il y a tout ça là. Là, je vous montre un petit exemple de tout ce que je mets dans mon questionnaire en nutrition fonctionnelle. Ici, c'est la continuation. Avez-vous une maladie pas listée ci-dessus? Lesquelles? Avez-vous réalisé des chirurgies? Non, date et raison. Il y a des questions que j'inclus, que je vais vous dire. Par exemple, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il faut absolument que vous mettez ça dans votre questionnaire. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et parce que là, vous allez ouvrir cette question. Donc, il y a pas mal de questions qu'on peut poser à notre client pour connaître un petit peu de lui. Mais je vais y revenir quand je vais parler de la timeline, parce que je voudrais passer plus de temps en train de vous expliquer cette ligne du temps, comment je fais.
Parlons maintenant de l'alliance thérapeutique. Les concepts de l'alliance, c'est pas compliqué. Les concepts de l'alliance, c'est que vous allez tout simplement mettre vos pieds dans les chaussures de votre client ou de votre patient. Vous allez vous mettre à sa place. Et donc, il y a pas mal de choses qu'on peut parfois pas être d'accord, mais on peut effectivement comprendre. Donc, cette alliance thérapeutique, elle est quelque chose qu'il n'y a pas de mépris, il n'y a pas d'indifférence, il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amour, mais seulement un respect mutuel. Qui a dit ça? Gérard Vachon-France. Et il y a des techniques très claires, très nettes qu'on peut utiliser. Je voudrais vous montrer la girafe, bien sûr. La girafe, elle est la représentante de la communication qu'on appelle la communication non violente. Elle est le symbole de la communication bienveillante. Pourquoi? Parce que la girafe, comme vous pouvez constater, elle a un long cou et elle voit tout ce qui se passe. Pas que autour d'elle, mais loin, lointaine. Et c'est ça, elle a une notion de plusieurs paramètres. Et c'est pour ça qu'on aime bien utiliser cette métaphore et cette image de la girafe. En revanche, on a un autre animal qui c'est le chacal. Qu'est-ce que fait le chacal? Le chacal, à contrario, complètement au contraire de la girafe, il est le symbole de la communication malveillante, de la communication qu'il est au ras du sol. Il ne voit rien autour de lui. Il ne voit rien autour de lui. Il voit que tout ce qui est effectivement que à côté de lui. Et donc, il ne donne pas le temps à l'autre de s'exprimer. Il donne une prescription et il laisse la personne partir. Et la personne voudrait dire quelque chose, mais c'est déjà fini. Ou sinon, il donne tout un concept. C'est bien, vous devez faire cet exercice. Vous ne devez, exercice physique par exemple, vous devez arrêter arrêter complètement la cigarette parce que la cigarette fait ça, fait ça, fait ça. Les diététiciennes vont dire, je ne sais pas combien de grammes, je ne sais pas, faut manger du yaourt, pas manger du yaourt, manger du gluten, pas manger du gluten. Écoutez, si vous n'avez pas, si vous faites ce comportement chacal, vous allez rater votre première consultation. C'est très important d'avoir cette notion de empathie vers le patient. Empathie, c'est ça. C'est de se mettre à la place d'eux. Mettre vos pieds dans les chaussures du patient, sans jugement, sans blocage. Et vous savez très bien que dans nos consultations, il y a une juste distance à prendre. Ça, il faut apprendre aussi. Et certains patients, on les apprécie beaucoup. Par exemple, quand on regarde sur notre agenda, exemple, il y a Marie qui va venir. On est tout content. Et parfois, il y a un autre qui, on regarde, on dit, oh mon Dieu, demain c'est lui. La faute est à qui? La faute, malheureusement, c'est au professionnel de santé. Parce que lui, il n'est pas professionnel. Et ça, c'est un défi pour vous. Parce que c'est lui qu'il faut établir cette alliance thérapeutique. C'est avec ce patient qui vous appelez difficile. Pourquoi il est difficile? On va faire ici une révision. Peut-être il est difficile parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Tout simplement, il n'est pas d'accord. Peut-être il est difficile parce qu'il vous pose beaucoup de questions. Et les questions, il faut savoir aussi travailler ces questions. Il y a tout un travail à apprendre. Et peut-être, c'est un patient aussi qui ne vous suit pas. Et donc, vous dites, demain, c'est Pierre qui va venir. Donc, il faut travailler ce patient-là. Il faut que vous soyez plus girafe et moins chacal, peut-être. Je vais vous montrer la technique du petit vélo. Cette technique, elle a été créée par Charlie Kunji. Charlie Kunji, qu'on dit en français, il est un des spécialistes francophones d'ailleurs de la thérapie du comportement. Pour bien dire, thérapie comportementale et cognitive. Et il est un médecin, psychiatre de l'Université de Lyon.
est psychothérapeute et lui, il a créé cette technique du petit vélo que je vous jure, j'utilise tout le temps. J'utilise avec mes patients, j'utilise avec vous, mes élèves, j'utilise tout le temps. Donc ici, vous avez le P-santé qui est le professionnel de santé et le patient. Donc c'est effectivement la relation qu'on va avoir avec le professionnel de santé et notre patient ou client, comme vous voulez. On a le professionnel de santé, Elisa, qui regarde elle-même. Je vais vous expliquer. Il y a cette triade là-haut. Professionnel de santé et patient. Je vais vous montrer. Donnez-moi une seconde. Il y a moi, Elisa, et mon patient qui est devant moi, soit par Internet, soit personnellement. Mais on a cette vision. Ça, c'est une vision très chacale. Parce que je vois mon patient et lui, il me voit. Pas grand-chose qui se passe. On est d'accord. Après, on a une vision beaucoup plus intéressante. C'est que je me mets en métaposition et je veux regarder le patient et Elisa. Et donc, Elisa regarde Elisa avec le patient. Et là, vous pouvez voir comment se passe votre consultation, les comportements de l'un et les comportements de l'autre. Ça, c'est un entraînement qu'on fait. Et regardez cette relation, vous allez voir si votre communication verbale et non verbale sont en accord. Je vous donne un exemple. Vous avez un patient devant vous qui parle comme ça, très lentement, avec beaucoup de pauses. Qu'est-ce qu'Elisa doit faire en regardant en méta-position? Elle va commencer à parler dans le même rythme à peu près de son patient. Ah, et elle va faire toute la consultation comme ça? Non. Une fois qu'elle a établi l'alliance thérapeutique, elle a établi cette empathie avec le patient commence à suivre. Et là, je reprends mon rythme, qui c'est beaucoup plus rapide. Vous comprenez? Qui nous dit ça? Cette question de rythme, de voix, de faire miroir avec l'autre, même la position du corps et tout ça. C'est la PNL, la programmation neurolinguistique, qui sort un peu de Charlie Kundi. Mais on utilise toutes ces techniques ensemble pour faciliter notre travail. Et alors, l'objectif, c'est d'avoir cette dimension girafe. Je regarde moi-même, je regarde le patient et je regarde la relation entre moi et le patient en métaposition. C'est une position différente, une position de dehors. Pourquoi on appelle le petit vélo? Tout simplement parce que on a la personne qui est le professionnel de santé. Un roue, c'est le professionnel de santé et l'autre roue, c'est le patient. Donc, on appelle le petit vélo. C'est une façon de vraiment intégrer ce concept dans votre pratique à partir de demain. Ah, demain, je vais commencer. Ah, je ne suis pas arrivée. Évidemment que non, c'est votre première fois. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites un dessin du petit vélo, vous mettez à côté de vous et vous rappelez tout le temps, est-ce que je suis en train de regarder la situation? N'importe si c'est par Internet, si c'est personnellement, ce qu'il faut évaluer, est-ce que vous êtes en train de regarder le visage de votre patient, votre visage, la connexion que vous êtes en train d'établir avec votre patient, parce qu'il faut l'enchanter dès le premier moment, n'est-ce pas? Faire le petit vélo, c'est s'entraîner à développer sa capacité d'observation de ces 3 dimensions que je viens de vous dire. Maintenant, on va regarder cette fameuse timeline que je vais vous expliquer. La timeline, comment on va construire cette timeline et pourquoi et comment et quelle est l'importance de chaque chose. Si on ne maîtrise pas toute la biochimie, comment commencer? Exactement. On n'a pas la possibilité de maîtriser toute la biochimie d'un seul coup. Qu'est-ce qu'on fait? On commence. C'est mieux de commencer que pas commencer. C'est mieux de faire que de ne pas faire. Donc, on commence doucement et on va
au fur et à mesure, on va voir quels sont les trous de connaissances qu'on a et on commence à remplir. On commence à remplir. On commence à remplir. Et après, ça va faire une montagne. Sans stress, sans beaucoup d'anxiété. On va construire cette ligne du temps. Cette ligne du temps, je répète, elle a été faite à partir de notre questionnaire en nutrition fonctionnelle qu'on a envoyé à notre patient. On a reçu ce questionnaire et maintenant, on va ouvrir et développer ce questionnaire. Donc, dans la colonne à gauche, vous voyez là la colonne à gauche, ce sont les éléments que l'on doit avoir dans notre ligne du temps. Là, je vous donne tout, hein? Données personnelles, antécédents familiaux, antécédents personnels, signes et symptômes actuels, extrêmement importants, que je vous ai montré, qu'on a déjà posé à la base comme question dans notre QUINF. Test de laboratoire, activité physique et mouvement, anthropométrie. Je vais vous expliquer étape par étape. Donc, si on parle du côté droite, vous allez voir qu'il y a axe de l'action principale. Dans données personnelles, qu'est-ce qu'il faut demander et pourquoi et qu'est-ce que c'est le plus important et pourquoi on demande ça. Donc là, je ne sais plus comment vous donner plus que ça. On est d'accord? Donc, les données personnelles. Allons-nous aux données personnelles. Est-ce que vous avez remarqué que dans les données personnelles, j'ai marqué âge en gras plutôt? Parce que les noms, les prénoms, les sexes, les téléphones, les mails. Pourquoi je demande les mails? Parce que ma communication, elle est faite avec mes patients par email. Pourquoi je demande réseaux sociaux? Parce que pour faire la maintenance de la motivation avec mes patients, j'ai un groupe dans Telegram qui s'appelle la roue de la transformation pour les patients, où je vais mettre des informations du groupe de mon patient. J'ai 4 groupes. Par exemple, le dernier groupe, il y a 80 personnes dedans, où je communique avec le patient, avec 2 groupes différents. D'accord? Et que vous pouvez faire aussi la même chose. L'âge du patient, là, c'est très important. Parce que les comportements de système biologique sont différents, évidemment. On va dire, si je parle, par exemple, d'un bébé, un bébé, il a un modèle alimentaire complètement spécifique pour le bébé. Allaitement, mastication, il y a des bébés qui n'ont pas de dents. Il y a des bébés qui ont déjà des dents. Besoin de l'éducation nutritionnelle pour l'enfant. Ils sont en phase de croissance, ils ont un système endocrine complètement différent de l'adulte parce qu'ils sont en activation, ce système endocrine. Il y a une maturation de tissus en différents étages. Et là, je vais profiter de la question de Mireille, c'est qu'il ne faut pas tout connaître en même temps. Vous allez choisir qui est votre client. Parce que si c'est un bébé, vous allez vous préoccuper plutôt avec la biochimie du bébé. Si c'est une femme, plutôt avec la biochimie de la femme. Pour commencer, parce que si vous prenez sur Internet ou si vous achetez des formations qu'il y a bébé, enfant, adolescent, vous allez vous perdre. En nutrition fonctionnelle, il y a une spécificité non seulement par rapport aux âges, mais par rapport à la personne elle-même. Donc, c'est vraiment un travail merveilleux. Vous allez voir. Alors, s'il est adolescent, vous savez tous qu'il y a les pics de la poussée, de la puberté. Donc là, il y a un coût pour ce adolescent. Et il y a un coût endocrinien. Par exemple, vous savez que le garçon, ils ont, pas tous, mais ils vont avoir beaucoup plus d'acné. Et il va avoir aussi un déficit en zinc. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi, sinon on va passer des années. Mais vous savez que les garçons produisent leurs gamètes, les filles ont déjà commencé leur cycle menstruel, donc tout va changer. Et quand les filles vont avoir leur cycle menstruel, on va se préoccuper beaucoup plus avec la ferritine, n'est-ce pas? Et on va préoccuper aussi avec la sédentarité de ces filles. Est-ce qu'elles sont actives? Est-ce qu'elles ne sont pas actives?
Et tout ça va jouer. Et si on a plus de 60 ans, par exemple, alors là, ça va changer complètement. On a une réduction significative de l'expression protéique du corps. Même si c'est un homme ou c'est une femme. Et si c'est une femme, il y a toute l'histoire de la préménopause, de la ménopause. Donc, vous comprenez bien que l'âge, elle est déterminante. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est pas de demander l'âge du patient et dire, ah bon, d'accord, il a 60 ans. Est-ce que vous êtes capable de raisonner en train de poser des bonnes questions à votre client ou à votre patient? Parce que si vous ne connaissez pas cet âge-là, en termes biochimiques, en termes individualisés, vous n'allez pas résoudre le problème de votre patient ou de votre client. En termes d'antécédents familiaux, il y a évidemment la question génétique. On ne va pas se mentir. Il y a effectivement des questions qu'on doit se poser avec les plus proches de ce patient. Vous n'allez pas demander tout l'arbre généalogique de votre patient ou de votre client, mais au moins demander grand-père, grand-mère, grands-parents, père et mère et tout ce qui est siblings, frères et sœurs, voilà, ça c'est déjà super en termes de corrélation génétique. Les flux héréditaires, il faut savoir que c'est pas parce que mon père est diabétique et ma mère est diabétique que je serai diabétique. Parce qu'il y a la génétique, bien sûr, qui va jouer à peu près 25%, mais ce qui va vraiment compter, c'est l'épigénétique, c'est le mode de vie du patient. Et c'est là que je voudrais venir à la transformation. Comment vous pouvez transformer professionnel de santé, votre patient, votre client. Parce que si vous imaginez que le père est diabétique, la mère est diabétique et qu'au travers d'un accompagnement, d'un changement de mode de vie, il ne sera pas diabétique. Mais peut-être il est déjà pré-diabétique. Combien de personnes vont dans mon cabinet qui sont pré-diabétiques? Il n'y a pas de médicament. Il y a une transformation de cette personne, de son mode de vie. Mais pour cela, on n'impose pas une transformation. On accompagne, on montre, on explique, on utilise des outils de la psychologie positive, des outils de Howard Gardner, qui est de l'intelligence multiple, des outils que vous, peut-être, vous avez aussi. C'est ça qu'on fait. La nutrition fonctionnelle, c'est de donner une fonction à la nutrition, mais quand on dit nutrition, on dit tout ce qui est modifiable. Le mouvement, l'alimentation, la nutrition, l'hydratation, le psychisme, n'est-ce pas? Voir la moitié vide ou voir la moitié pleine du verre. Tout ça, c'est très beau en phrases comme ça. Mais comment mettre tout ça en pratique? C'est ça mon objectif. Comment appliquer de A à Z la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie. Donc, on est là dans le flux héréditaire. Qu'est-ce que c'est ce fameux flux héréditaire? Vous savez quoi? Que la majorité, beaucoup vraiment, de nos clients ou de nos patients, ils ont une maladie, un problème, un trouble quelconque, un déséquilibre, pas parce que papa et maman ont ce problème-là. Je vais vous donner un exemple. Vous avez le père qui est obèse, la mère qui est en surpoids et le garçon, l'adulte, qui est aussi obèse. Et il va me dire, Elisa, dans ma famille, tout le monde est en surpoids. Et depuis que je suis petit, je suis en surpoids. Qu'est-ce que normalement vous faites? Vous dites, ah, ça c'est héréditaire. Ça peut être un flux héréditaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je vais dire, je vais vous donner un exemple de familles qui vont, là, en ce moment, qu'elle était, vont à la plage. Elles vont à la plage et vous allez voir qu'elles ont les habitudes alimentaires, le père, la mère, le grand-père et les enfants qui sont pareils. Ils mangent le matin du pain, du jus d'orange, du pain de toutes sortes. Après, ils vont à la plage, ils mangent encore. À midi, ils mangent, ils prennent une glace comme dessert. Après, entre midi et le soir, ils prennent encore un truc sucré. Le soir, ils vont manger aussi quelque chose comme frites et accompagné
d'un poisson. Et là, ils pensent que ça, c'est super. Poisson frit, par exemple. Et le soir, ils vont faire un tour, là, un footing autour, là, au bord de la plage. Et ils prennent une autre glace. Ça s'appelle flou héréditaire. Depuis que je suis née, je vois ma famille faire comme ça, je le fais. Et il n'y a rien d'héréditaire. Ce sont les habitudes héréditaires. C'est ça qu'on appelle flou héréditaire. Après, on va passer aux antécédents personnels. Tout ce qui se passe dans l'histoire du patient, qui peut être lié à son tableau clinique actuel. Les signes et les symptômes actuels, corrélation avec la physiologie normale, versus l'état nutritionnel du patient. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est obèse, qui est en surpoids et qui est en carence nutritionnelle. D'ailleurs, c'est la majorité de patients. Ils ont carence en zinc, ils ont la ferritine très haute parce qu'ils sont en processus inflammatoire, ils ont une CRP très haute, ils sont inflammés. Et alors, ils ont une coenzyme Q10 qui c'est aux chaussettes. Donc, ils ont un état nutritionnel qui ne permet pas que cette personne revienne à cette vitalité positive. Vous comprenez? Médicaments et suppléments. Très important à demander au patient. Je prends tel médicament. Pourquoi? Pourquoi vous utilisez ce médicament? Parce que nous, on a besoin aussi de connaître la pharmacocinétique. Qu'est-ce que ça veut dire la pharmacocinétique? C'est tout ce que va autour de la pharmacopée les médicaments pour savoir, par exemple, comment les IPP, je ne peux pas prononcer le nom du médicament, sinon ma vidéo est coupée, comment elle va agir. Comment va agir ce médicament-là. C'est hyper important que vous connaissiez ça. Parce que nos armes, c'est exactement l'alimentation et la nutrition. Mais si le patient prend ça, il faut savoir quelles sont les conséquences de cette prise. Et il faut aussi regarder, par exemple, les suppléments que on ne sait pas trop ni pourquoi les patients, ils vont, par exemple, ils achètent des suppléments. Ils ne changent rien dans leur mode de vie, mais ils achètent des magnésium à la folie, ils achètent la B6, la B12. Ah, prendre de la B12, c'est génial. Eh bien, il va à la pharmacie, il le prend. Écoutez, la nutrition, elle ne marche pas en train d'aller à la pharmacie et prendre un truc. Ça n'existe pas. Vous oubliez ça. C'est une synergie. C'est quelque chose qui va commencer par la alimentation. Si vous voulez ou si vous ne voulez pas. C'est pour ça que je ne suis plus attachée au laboratoire. Laboratoire qui vend qui vend des suppléments. Pourquoi? Parce qu'ils vont toujours dire que c'est hyper important de prendre un supplément. Je ne suis pas d'accord. Le supplément, c'est la dernière chose. Je ne suis pas d'accord. Et la nutrition, le concept de la nutrition fonctionnelle, non plus. Et je peux, après, dans les formations, on montre tous les travaux scientifiques qui sont en train de se faire en 2020, 2021, qui montrent effectivement ça. Donc, il y a ça. Après, il y a les tests laboratoires, qu'on va voir la confirmation de la problématique de notre patient, la compréhension métabolique. Est-ce que tous les professionnels de santé sont obligés à faire des tests laboratoires? Non. Mais moins vous faites de tests laboratoires, plus vous avez de la connaissance. Parce que les tests laboratoires est une confirmation du diagnostic nutritionnel. Vous comprenez? Il faut s'entraîner sans la calculette. La calculette, c'est le test laboratoire. Arrêtez de faire des tests laboratoires. Il faut que vous soyez capable de faire un diagnostic nutritionnel sans la calculette. Activité physique et mouvement. Les gens, normalement, ils ne demandent pas. Vous faites quoi? Je marche, c'est tout? Quel est le temps? Quelle est la fréquence? Quelle est la durée? Quelle est l'intensité? Il faut que vous compreniez le comment, le pourquoi et que vous compreniez quel type d'activité physique est effectivement intéressant pour votre patient. Et c'est là qu'on va s'unir à d'autres professionnels de santé. Moi, je peux m'unir à un coach sportif, je peux indiquer, je peux recommander à mon client d'aller voir un coach sportif fonctionnel. Je peux, s'il a un problème articulaire au niveau de lombaire, je peux commander
à lui un ostéopathe, un chiropracteur, un éthiopathe fonctionnel. Vous comprenez que l'objectif, c'est de devenir vraiment des professionnels fonctionnels, qu'on puisse s'échanger, qu'on puisse faire des échanges avec nos patients et pas dire le patient il est à moi, il m'appartient. Le patient ne vous appartient rien du tout, vous le savez très bien. Le patient il est là pour résoudre, que quelqu'un lui donne la solution. Et si c'est le cas et que vous n'êtes pas en mesure de donner la solution et vous envoyez ce patient à un autre et qui va donner la solution, je peux vous garantir, il ne va jamais vous oublier parce que c'est vous qui avez donné la solution quand même. Enquête alimentaire, on va faire un sondage qualitatif, quantitatif, la variabilité des aliments, l'habitude, et la partie anthropométrique, qui est la classification du tour de taille, de l'IMC, est-ce qu'on demande à faire une impédentimétrie ou pas. Tout ça fait partie de cette timeline. Vous avez aimé ma timeline? Donc, c'est comme ça, vous pouvez déjà commencer à construire votre timeline. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Quel mal vous pouvez faire de poser des questions aux patients? Aucun mal. Commencez tout de suite. Faites votre questionnaire. Faites votre QINF. Si vous n'êtes pas capable de faire le QINF, ce n'est pas grave. Tout ça, c'est la transformation. Pourquoi? Parce que je veux absolument transformer mon client, transformer mon patient, qu'il regarde sa santé d'une façon différente. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce n'est pas en train de donner une plante, en train de dire prenez cette plante-là pour la sinusite ou je ne sais pas, que vous allez transformer quelqu'un. Donc, ce que je dis, c'est que parfois, on critique beaucoup le médecin qui est concentré sur le genou, ou concentré sur la gorge, ou concentré sur le cœur, qui ne prend pas holistiquement les gens. Mais moi, en tant que naturopathe, je peux dire que vous, naturopathe collègues, vous faites pareil. Quand vous donnez une plante pour la sinusite, et que vous enlevez le gluten et le lait tout simplement, pour des raisons que peut-être vous ne comprenez pas trop, sauf si vous connaissez effectivement tous les types de IgE, IgG, IgM, là, on est d'accord. Mais si vous ne connaissez pas, pourquoi vous faites ça comme ça? Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous allez donner une aromathérapie pour la sinusite. Il y a même des bouquins qui fait sinusite, donnez, tac, 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 tac. Si c'était aussi simple, on ne serait pas là. Donc, ce n'est pas d'avoir un protocole prêt, c'est de réfléchir pour donner la solution au patient. Ah, Elisa, mais ça c'est trop compliqué. Non. Dès que vous avez les outils et la séquence à suivre, vous allez voir que tout va se passer très bien. Alors, la prescription, maintenant, elle est constituée de l'enquête alimentaire. Une fois que vous avez fait les QINF, que vous avez fait votre timeline avec votre patient et que maintenant vous allez prescrire quoi? Vous allez lui demander l'enquête alimentaire de 7 jours. De 7 jours. Pas comme beaucoup de professionnels font. Dites-moi là, qu'est-ce que vous mangez? Ah, le matin, je mange ça, ça, ça. À midi, je mange ça, ça. Ça veut dire déjà que son alimentation est très monotone. S'il est capable de vous dire toute la semaine s'il mange la même chose, où sont mes antioxydants? Où sont mes couleurs de végétaux? Est-ce qu'il est végan? Est-ce qu'il est végétalien? Qui est cette personne? Quel âge il a? Quelles sont ses habitudes? Quelle est son histoire? C'est pas comme ça qu'on va changer, transformer la vie de gens. Et là, vous pouvez très bien me dire, mais je veux transformer la vie de personnes. Alors, excusez-moi, cette place ici, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Si vous ne voulez pas du tout transformer la vie de l'autre, c'est pas pour vous ici. Vous pouvez continuer, et aucun jugement là-dessus, vous pouvez continuer à donner votre protocole comme vous faites, et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Rapports médicaux, vous allez demander par exemple, je ne sais pas, le patient a fait un AVC, il y a un rapport médical de son cardiologue, je vais lire ça. Questionnaire spécifique, comme je vous ai dit au départ, on a des questionnaires spécifiques pour chaque cas. Si on a besoin, on ne va pas distribuer des questionnaires et des questionnaires pour tout le monde. Ça dépend de qui et de comment.
Anthropométrie, demandez-vous le tour de taille à votre client et son poids. Bien sûr, mais dans la prescription, j'ai dit à mon patient, quand il est loin, comment faire cette prise de tour de taille. Parce que sinon, il va prendre n'importe comment. Oui, oui, oui. Et son poids, ou prenez-vous les mesures et le poids en cabinet? Je viens de vous répondre. Si mon patient est devant moi, on peut le faire, n'est-ce pas? Mais si le patient, il est loin, je vais lui expliquer comment faire. Je vous demande avec tout mon cœur de faire un like dans cette live. Donc, je vous laisse le temps. Si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur Instagram et si vous êtes sur YouTube, cette vidéo sera redistribuée. Si vous ne mettez rien, YouTube, Facebook et Instagram ne s'intéressent pas pour moi. Donc, je vous demande de partager aussi si vous avez des collègues, des personnes. Et pourquoi? Pourquoi je vous demande ça? Parce que l'objectif, c'est que plus de personnes qui sont de professionnels de santé et qui ont cette vision de nutrition fonctionnelle, parce que la nutrition fonctionnelle, elle n'est pas, il faut bien que vous compreniez pas ça, elle n'est pas une école, elle n'est pas une secte, elle est une stratégie de travail. Vous comprenez ça? Et la façon d'appliquer l'alimentation, la nutrition, le mode de vie, qui pour nous, vous pouvez avoir d'autres opinions et je vous respecte énormément. Mais je ne sais pas comment on peut arriver à solutionner un problème d'un client qui ne soit pas en train de couper un organe, en train de lui donner un médicament à vie qui va entraîner un autre médicament, s'il n'y a pas cette vision que l'alimentation et le mode de vie ont une fonction dans notre vie. Moi, je ne sais pas comment. Et on est professionnel de ça. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Et donc, c'est pour ça que plus de médecins, plus de pharmaciens, plus d'éducateurs, plus de diététiciennes, plus de naturopathes viennent connaître ce regard de la santé vers la vitalité positive, en train de prendre la biochimie de chaque personne, on aura du succès. Je ne parle pas que du succès financier. L'argent est une conséquence de notre travail. L'argent est la conséquence que quand quelqu'un dit « Elisa, vous êtes un expert », c'est vous qui décidez si je suis un expert ou pas. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi de dire « Écoutez, je suis un expert. Je ne suis rien du tout. » Si vous ne me considérez pas un expert, si vous ne me considérez pas comme une personne capable de résoudre et de solutionner un problème de santé par le diagnostic nutritionnel. Vous imaginez que ce travail, il a une amplitude énorme. Il est développé aux États-Unis d'une façon très, très poussée. Au Brésil, très, très poussée. En Allemagne, très, très poussée. Je voudrais quand même que dans la région, dans les pays francophones, il soit aussi poussé. Et j'espère que ma voix va faire écho chez vous, dans votre cœur, et que vous pouvez m'aider à développer cette merveilleuse chose qui est la nutrition fonctionnelle. Et pour cela, j'ai fait mon résumé. Dans la première consultation, questionnaire en nutrition fonctionnelle. Donc, on peut très bien se passer des examens de biologie. Vous devriez, en premier temps, s'en passer des examens pour devenir un top du top en nutrition. Parce que sans l'utilisation des analyses, il va falloir beaucoup réfléchir, beaucoup connaître les aliments, beaucoup connaître qu'est-ce que c'est polyphénol, antioxydants, stress oxydatif, méthylation, pour proposer quelque chose qui va effectivement faire un effet sur le patient. Pour ceux qui sont déjà médecins, qui ont déjà cette habitude, pourquoi pas demander des examens biologiques. Mais ne commencez pas par où les gens finissent. Vous comprenez? On commence par le commencement. Et le commencement, c'est de effectivement savoir mettre votre patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle et analyser tous les points et savoir quoi faire concrètement. Si vous êtes coach, si vous êtes pharmacien, je ne sais pas.
N'importe, même si vous êtes médecin, parce que le médecin, il a deux casquettes. Il a la casquette médecin, qu'il va donner des médicaments, qu'il va faire ça, mais il peut avoir une casquette merveilleuse, qui c'est la casquette de la nutrition fonctionnelle, qui avant de donner le médicament, il a tout un travail à faire. Je ne parle pas des états aigus. Évidemment, si le patient arrive chez un médecin et il explose de douleur, on va résoudre ça immédiatement. Mais après, on va appeler le patient et dire, maintenant, plus de douleur, maintenant on peut commencer la nutrition fonctionnelle. Le dentiste, pareil. Pourquoi vous, les dentistes, vous travaillez qu'avec cette région? La région de la bouche, vous avez la carte du corps. La même chose pour les ostéopathes. La question est savoir regarder. C'est tout. Alors, prescription personnalisée. Ne faites pas des choses, vous n'allez pas arriver au succès, à enchanter votre client. Parce que enchanter, c'est résoudre sa problématique. Hein. Vous avez compris ça. Alors, je viens de vous dire, tout ce que je viens de dire, c'est adaptable au naturopathe, diététicienne, au coach, au éducateur, au dentiste, au médecin, au chiropracteur, ostéopathe, éthiopathe et à tout type de thérapie. Je voudrais faire une petite aparté parce que il y a quelqu'un qui m'a demandé sur la réflexologie. La réflexologie, ce n'est pas une profession, c'est une technique que tout le monde peut utiliser s'ils sont formés là-dessus. Donc, ne mélangez pas une chose avec l'autre. Si le réflexologue, soit il est naturopathe, s'il est que réflexologue, ça veut dire qu'il connaît une technique. Il n'y a rien contre, mais c'est qu'une technique. Qu'est-ce qu'on va faire jeudi? Jeudi, je vous invite pour notre live numéro 3, projet 1929, étude de cas. Je vais vous présenter un cas de la nutrition fonctionnelle appliquée à l'anxiété. On parle énormément d'anxiété en ce moment, n'est-ce pas? Je vais vous montrer une étude de cas de A à Z avec la nutrition fonctionnelle. Je vous dis quand même que comme c'est une étude de cas, on va commencer à 19h29, mais je suppose qu'on va finir 2 heures et quelques, hein, parce que c'est une étude de cas complet, de A à Z. Ici, je suis là pour vous montrer, professionnels de santé, comment appliquer de A à Z à la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Je vous remercie énormément d'être là, de m'écouter et je vous vois tous les mardis et jeudis pour notre étude de cas. Je peux compter sur vous, j'espère. Et n'oubliez pas ou rappelez-vous de partager, de dire aux gens qu'il y a ça tous les mardis et le jeudi. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas regardé le numéro 1 et 2, vous avez disponible sur YouTube, sur Facebook et même sur Instagram, la formation. Parce que ça, c'est quand même une formation. À bientôt. Au revoir. Vem comigo!